Le 1er juillet 1916 marque le lancement de la plus meurtrière bataille de la Première Guerre mondiale. La bataille de la Somme. Plus de 400 000 morts, 600 000 blessés. Cette bataille est aussi un champ d'expérimentation industrielle et technologique, avec l'apparition des premiers tanks. La bataille de la Somme, elle peut être lue comme le véritable tournant de la Première Guerre mondiale. La bataille de la Somme, c'est aussi le titre d'un film, le premier documentaire de l'histoire. 70 minutes qui révolutionnent le cinéma, car pour la première fois, on filme la guerre de l'intérieur. Le cahier des charges était clair et précis, vendre la guerre aux citoyens. Le film a eu un impact majeur nationalement et internationalement. La bataille de la Somme change la guerre des images. C'est le point de départ du cinéma de propagande. Le film sera vu par des millions et des millions de personnes en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Canada et aux 4 coins de la planète. Les images que vous allez voir sont l'œuvre d'un homme, Geoffrey Malins, le premier caméraman de guerre, qui nous fait découvrir la Première Guerre mondiale sous un visage inédit. La mort est partout. L'air en est imprégné. L'odeur insoutenable. Elle rôde autour de moi. Je m'appelle Geoffrey Malins. Je suis le caméraman de guerre de l'armée britannique. Sur le front, dans les tranchées, on me surnomme l'homme cinéma. Ça peut faire sourire. Mais aujourd'hui, les visages sont graves, fermés, tristes. C'est ma pire journée depuis que la guerre a commencé. Les blessés et les morts s'amoncellent dans les tranchées. Difficile d'avancer au milieu des cadavres. L'accumulation de cette horreur m'empêche de réfléchir, de penser. Ce soir, j'écris pour me souvenir. J'espère que les images que j'ai tournées aujourd'hui sont bonnes. Qu'elles seront vues par le plus de monde possible, car il faut faire voir cette horreur, cette boucherie. Mais pour Malins comme pour ses soldats, tout a commencé 2 ans plus tôt, en 1914. Dans cette Europe souffreteuse, nationaliste et impérialiste, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand fait office d'étincelle. Les tensions entre empires sont à leur apogée. En août 1914, l'Europe tout entière ou presque se déclare la guerre. D'un côté, la triple entente qui unit la France, le Royaume-Uni et la Russie impériale. De l'autre, la triple alliance qui allie les empires allemands, austro-hongrois et ottomans. En quelques jours, 6 millions d'hommes sont mobilisés. Rapidement, les combats se cristallisent sur 2 fronts. À l'est de l'Europe, l'armée russe du tsar Nicolas II attaque les pays de la triple alliance. À l'ouest, l'armée allemande envahit la Belgique et le nord de la France. Les Allemands continuent leur progression vers le sud. Ils sont aux portes de Paris. Mais au prix d'un effort surhumain, les Français parviennent à stopper l'avancée allemande et mènent immédiatement une contre-offensive dans la Marne. À partir de là, les troupes allemandes et françaises tentent de se déborder l'une l'autre vers l'ouest. C'est la course à la mer. À partir de l'automne 1914, le front se stabilise, les armées s'installent dans un système de tranchées. La ligne de front, à la fois sur le front occidental et sur le front oriental, divise l'Europe. De la fin de l'année 14 jusqu'à la fin de l'année 1915, ce front bouge très peu.
Et la guerre des tranchées commence. Ni l'Allemagne ni la France ne s'étaient imaginé que la Première Guerre mondiale prendrait cet aspect. Les armées ont creusé des tranchées, se sont enterrées et ont commencé une guerre d'usure. Dès les premiers jours de la guerre, en août 1914, les armées britanniques débarquent à Rouen pour prêter main forte aux Français. C'est la première fois depuis Waterloo que nous sommes engagés dans un tel conflit. 6 de nos divisions tentent d'arrêter l'avancée des Allemands, en Belgique, à Mons. Comme je n'ai pas encore l'autorisation de filmer avec nos troupes, je pars avec les Belges et les Français. Impressionnant, hallucinant. Mon Dieu, qu'il est difficile de filmer la guerre, ses horreurs, sa barbarie. Mais il me faut témoigner, rapporter absolument des images. Je constate les ravages causés par la guerre. Tout est en ruine. Il n'y a plus vraiment de signe de vie. Les officiers belges me prennent pour un Anglais fou avec ma caméra, un aéroscope et tout mon encombrant barda. Je fais sourire, bien sûr, mais je les inquiète surtout. Ils m'avertissent sans cesse sur les risques que je cours à vouloir aller filmer les combats. Mais pour avoir de véritables scènes, il faut être sur la ligne de front. Jeffrey Malins a fait ses débuts comme photographe portraitiste. En 1910, il devient caméraman en chef de la société de production cinématographique Clarendon. Mais quand la guerre éclate en 1914, il démissionne et devient cinéaste indépendant. Il veut se rapprocher des champs de bataille pour faire des reportages de guerre. La guerre éclate et il voit là une opportunité de se faire un nom. Il veut devenir le caméraman de guerre. C'est périlleux de filmer ici. Je me suis fait repérer. Les balles et les obus sifflent et sifflent encore et toujours dans mes oreilles. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux avoir de bonnes images, si je veux être le meilleur, je ne dois pas filmer comme les autres caméramans. Il faut que je sois le plus près possible des combats. Ensuite, Malins a reçu l'autorisation de filmer dans le secteur français du front. Il en est revenu avec un film intitulé « Une brillante victoire française dans les Vosges », qui a été diffusé dès le 1er mars 1915. Le film a été salué pour le réalisme de la description des combats. Certains lui ont même reproché un trop grand réalisme. C'est donc avec les Français que j'ai vécu mon baptême du feu. L'accueil est excellent et je m'habitue au café qui remplace notre thé anglais. J'ai la chance de filmer avec des soldats expérimentés comme le sont ces Français. Avec eux, je me sens en sécurité. Ils savent ce qu'ils font, ils sont professionnels. Par contre, leur hygiène laisse à désirer. Personne ne se rase. Des vrais poilus. Mais ce n'était l'histoire que de quelques semaines, avant que j'aille enfin rejoindre notre armée. En 1914, l'armée britannique est un corps expéditionnaire relativement restreint, à peu près 120 000 hommes, dont la spécialité est beaucoup plus le maintien de l'ordre colonial que la guerre industrielle menée sur un champ de bataille européen. La tradition britannique est tout à fait opposée à la conscription. Les Britanniques sont des libéraux, défenseurs des libertés individuelles, donc ils font appel au volontariat, à de grandes campagnes de propagande. Il y a évidemment une campagne d'affichage extrêmement forte, et notamment cette affiche très connue du général Kitchener qui dit « Je te veux pour l'armée du roi ». Nous avons constitué notre armée avec des territoriaux, les troupes de réserve britanniques et même des troupes coloniales. Mais en plus, nous avons fait appel aux volontaires qui ont répondu par millions. Cet appel au volontariat, il est fait en métropole, mais aussi dans les colonies. Des Canadiens vont s'engager pour défendre la couronne, mais aussi des Australiens, des Néo-Zélandais, des Indiens, des Sud-Africains. Donc c'est une armée qui est rapidement une armée mondiale. En 6 mois, plus de 2 millions de jeunes Britanniques vont s'engager sous les drapeaux.
grâce à une promesse faite par le ministre de la Guerre, donc le général Kitchener. Cette promesse, c'est que les jeunes qui vont s'engager ensemble combattront ensemble. C'est-à-dire qu'on va former ce qu'on appelle des bataillons de copains. Vous vous engagez avec vos frères, vos cousins, vos voisins. Les Anglais s'engagent pour le roi et pour le pays, for king and country. Il n'y a pas que Geoffrey Malins qui contribue à la mobilisation britannique. Tous les secteurs des arts y participent. Le monde du music-hall avec ses chansons va-t-en-guerre, mais aussi le cinéma, qui exhibe au travers de ses actualités les entraînements des soldats et autres signes extérieurs de supériorité industrielle. Au début de la guerre, personne ne filmait les opérations militaires. On n'avait pas la couverture médiatique qu'avaient les autres pays. L'information était très contrôlée. Le gouvernement britannique était extrêmement hostile à toute forme de médias, entre autres par peur de l'espionnage ou des effets préjudiciables sur le moral des citoyens. Et puis le cinéma faisait figure de divertissement populaire, sans valeur culturelle. Donc le cinéma a mauvaise réputation en tant que média de divertissement pour les classes populaires. C'est pourquoi ça prend un peu de temps avant que les politiciens et les militaires comprennent que c'est un moyen de propagande très efficace et très important. Lord Kitchener, secrétaire d'État à la guerre au début des hostilités, décrète l'interdiction absolue de filmer ou de photographier dans le secteur britannique du front. Donc, pour les actualités cinématographiques, il fallait se contenter des films d'entraînement ou des films tournés très loin du front, ou encore des simulations destinées à représenter les combats. Or, le public britannique réclamait depuis longtemps des images des combats. Le cabinet de la guerre a dû admettre qu'il y avait gros à perdre en ne répondant pas à cette demande. De plus, à l'échelon mondial, on craignait que l'Allemagne ne soit perçue comme le grand gagnant de la guerre de propagande. Quand ils ont réalisé le pouvoir du cinéma, ils ont nommé des caméramens officiels chargés de travailler aux côtés des photographes. Durant l'année 1915, des négociations ont eu lieu entre des représentants de l'industrie des actualités cinématographiques et le cabinet de la guerre. Elles ont abouti à un accord selon lequel 2 caméramens, seulement 2, seraient autorisés à venir sur le front filmer l'armée britannique. Geoffrey Malins et un certain J.B. McDowell. McDowell n'a pas su en profiter pour faire son autopromotion. Il n'a jamais écrit ses mémoires, ni cultivé ses relations avec la presse comme l'a fait Malins. Il paye le prix de sa modestie par le fait que sa contribution au film est souvent ignorée au profit de celle de Geoffrey Malins. Me voilà caméraman officiel de l'armée britannique. Je suis à la fois très impatient de filmer la bataille de la Somme, mais en même temps très angoissé à l'idée de mourir ici. C'est un endroit lugubre, une tranchée de première ligne devant Beaumont-Hamel, un village de la Somme. Les Allemands ne sont vraiment pas loin. Nous sommes aux portes de l'enfer. Pour la première fois, j'ai une boule au ventre, j'ai peur. Tout le monde est anxieux, nerveux. Les soldats que je croise me dévisagent, surpris. Ils ne sont pas habitués à voir des caméramens. Les 35 kilos de matériel que je trimballe sur mes épaules interpellent toujours. Oh, cette tranchée est interminable, comme toutes les tranchées que j'ai pu fouler. Comme un labyrinthe. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre ici, ni dans quelles conditions. Les tranchées ont été creusées pour servir d'abri contre les tirs d'artillerie. Une fois qu'on y est, c'est là qu'on mange, qu'on dort, qu'on boit, bref, c'est là qu'on vit. Le problème, c'est que très vite, on est épuisé. On ne peut dormir que l'après-midi. On est sale, il n'y a pas moyen de se laver. On est constamment couvert de boue et de saleté. Les toilettes sont très primitives, la nourriture est pauvre, et bien sûr, on risque d'être tué à tout instant. Les caméras en 1916 étaient encombrantes et peu maniables. Pour avoir une certaine stabilité, il fallait en plus un trépied presque aussi lourd que la caméra elle-même.
Ça faisait beaucoup d'équipements à transporter et les caméramens risquaient de gêner le passage des troupes occupées à combattre. Tout cet attirage se voyait de loin, et si un observateur ennemi vous repérait, qu'il reconnaisse une caméra ou qu'il la prenne pour une arme, il était fort probable qu'il réponde par un tir d'artillerie. Donc la présence d'une caméra sur le front était à la fois une gêne et éventuellement un danger supplémentaire. Ma nomination comme caméraman officiel de l'armée britannique intervient au moment opportun. Elle a été décidée en haut lieu. Désormais, les autorités britanniques semblent avoir besoin de moi, de mes images. Les Alliés se réunissent et préparent en effet une offensive pour percer les lignes allemandes et remporter une victoire décisive. On m'a demandé de me préparer à filmer cet événement. Je sais aussi que mes images seront utilisées pour aider à la mobilisation, pour convaincre les indécis à rejoindre le front. Comme les soldats, je prépare aussi mon matériel. Je dois toujours être prêt à filmer. Dès que j'ai un moment de répit, j'en profite pour nettoyer et vérifier ma caméra. À la fin de l'année 1915, le front occidental n'a pas bougé depuis plus d'1 an. Les Français et les Anglais ont tous échoué à percer le front allemand. Du coup, à la fin de l'année 1915, à la conférence de Chantilly, le général Joffre, qui est le commandant de l'état-major français, convainc les Anglais de monter une offensive commune. Et cette offensive commune, elle aura lieu dans la Somme, tout simplement parce que c'est le point de rencontre entre les armées françaises et les armées anglaises qui ont le front depuis la Belgique jusqu'à la Somme et les Français de la Somme jusqu'à la Suisse. Les états-majors de chaque côté cherchent désespérément à retrouver la guerre mobile, à retrouver une manière de pouvoir défaire l'ennemi grâce à un mouvement des armées. Pour battre les armées allemandes, il faut d'abord les battre sur le front occidental et la Somme est véritablement au cœur de ce dispositif stratégique. Au départ, la bataille de la Somme était prévue comme une offensive essentiellement française et les Britanniques en renfort, parce qu'à l'époque, l'armée britannique est une petite armée peu expérimentée. Mais le plan initial, entre guillemets, a été remis en cause par l'attaque allemande sur Verdun à partir de février 1916. En février 1916, l'armée française est mobilisée à Verdun et donc l'offensive sur la Somme va devenir une offensive essentiellement britannique avec les Français simplement en renfort. Ce qui va donc bien évidemment exiger des partenaires britanniques qu'ils jouent un rôle plus important dans ces opérations de la Somme donc à partir de 1916. Si la France a mobilisé dès 1914, la Grande-Bretagne, elle, n'a pas recours au service militaire obligatoire. Outre-Manche, on est soldat professionnel ou on ne l'est pas. Et là encore, les images du caméraman de guerre Geoffrey Malins doivent servir la cause. Elles sont utilisées pour mobiliser l'opinion publique. À la fin de l'année 1915, il est manifeste que nous avons besoin de davantage de volontaires. Ils ne sont pas assez nombreux. On se résout donc au printemps 1916 à adopter la loi de conscription, le service militaire obligatoire. C'est une première en Grande-Bretagne. Nous sommes maintenant sur le point de vivre la bataille de la Somme. Quel en sera le résultat, personne ne sait. Ma position comme caméraman officiel me donne une occasion unique de comprendre toute la stratégie militaire déployée pour mener l'offensive la plus terrible qu'ait jamais connue l'humanité. Je filme d'abord ces nombreux camions et wagons qui acheminent les munitions mètre après mètre sur la ligne de front. Grand Dieu, ce que les Allemands vont recevoir. Nos armées sont merveilleusement organisées. Les méthodes de notre état-major ne laissent rien à désirer. Ils ont tout prévu pour que tout se passe au mieux. Ils font tout pour que ce soit un succès. Ils vont nettoyer, préparer le terrain avant de passer à l'attaque. Ce qu'on appelle le Big Push.
Le Big Push était le terme utilisé par la presse populaire pour décrire l'offensive du général Haig, et le magazine Time avait même titré Douglas Haig's Big Push. L'objectif était de faire une percée dans le front vers l'Est pour vaincre les Allemands. La guerre serait terminée à Noël 1916. Le général Haig a des ambitions démesurées. Pour le 1er juillet 1916, il avait demandé à ses troupes, qui étaient très inexpérimentées, de franchir non pas uniquement la première ligne allemande, mais aussi la deuxième. On espérait qu'avec un peu de chance, à la fin de la journée, on aurait avancé d'au moins 3 kilomètres, voire même davantage. Avant la bataille de la Somme, les Britanniques et les Français décident de faire un bombardement massif des lignes allemandes pour tout détruire. Ce bombardement doit servir à couper les barbelés, détruire les tranchées allemandes et tuer des Allemands. De nombreux officiers britanniques ont affirmé à leurs hommes que ce serait une promenade de santé et qu'ensuite ils n'auraient qu'à traverser tranquillement le No Man's Land. Le haut commandement militaire britannique est alors convaincu qu'une semaine d'attaques, de bombardements incessants de leur artillerie sur les tranchées allemandes détruirait tout. Pendant la semaine qui précède le 1er juillet, les Britanniques ont projeté plus d'1 700 000 obus sur les lignes allemandes. Ces énormes obus font évidemment beaucoup de dommages, mais uniquement en surface. Je vous présente Grand-mère, notre obusier de 15 pouces. Il est terrible. À chaque respiration, Grand-mère envoie 700 kilos d'explosifs direction les tranchées allemandes. Je suis trop proche de l'action. C'est à chaque fois des déflagrations qui font trembler mon trépied et mon aéroscope. C'est difficile de s'imaginer comment on peut vivre dans un tel maelstrom d'explosifs. C'est comme une machine en marche, la plus terrible qu'on ait jamais créée. Les mortiers s'invitent aussi à la symphonie pour envoyer ce qu'on appelle ici des cochons volants ou des puddings de Noël. Salve après salve, obus après obus, explosion après explosion. Impossible d'entendre une hirondelle voler dans ce ciel brumeux et enfumé. Les villages en face sont littéralement aplatis. Ce n'est plus qu'une mer de boue. Mais tous ces bombardements doivent permettre à nos soldats de franchir plus facilement le No Man's Land quand l'assaut sera donné. La terre tremble sous mes pieds. On tremble tous. Les Allemands vont-ils riposter? Pour le moment, rien ne l'indique. Ils encaissent, ils reçoivent. Aucune riposte. C'est à se demander s'ils sont encore là. J'ai repéré le meilleur endroit pour filmer l'attaque. Ce sera Beaumont-Hamel. Les objectifs sont clairs. Prendre la position ennemie et s'en servir de pivot à partir duquel nos armées devraient pouvoir reprendre aux Allemands tout le sud de la Somme. Je serai vraiment au cœur des combats. Un sacré privilège. La bataille de la Somme avait été préparée par l'armée britannique. Ça devait être leur grande victoire. Comme c'était la première bataille de cette ampleur pour l'armée britannique, eh bien, ils ont voulu la documenter, simplement pour entrer dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé aux deux cinéastes officiels de l'armée britannique, donc Geoffroy Malins et J.B. McDowell, d'être présents pour documenter ce qui devait être une victoire et ce qui finalement a été un semi-échec et un échec extrêmement meurtrier pour le 1er juillet. Nous allons écrire l'histoire. Voilà ce que vient de nous dire un général. Mais en attendant, nous préférons parler d'autre chose autour d'une bonne tasse de thé. Il ne manque plus qu'une assiette de bacon et de pain frit pour que je m'imagine déambuler dans les rues de Londres. J'oublie l'espace d'un instant que je suis dans ce bourbier. Le mauvais temps a repoussé l'attaque du 28 juin au 1er juillet. Nos soldats attendent ce jour depuis longtemps. J'attends ce moment aussi depuis longtemps. Cette expectative est insupportable et j'ai hâte qu'on passe à l'action. Demain matin, ces hommes vont grimper le parapet et ils vont traverser le No Man's Land pour atteindre les tranchées allemandes. Beaucoup savent qu'ils ne seront pas en vie demain soir. J'ai peur pour eux.
Mais paradoxalement, je ne vois pas de visage triste. Ils vont donner leur vie pour la liberté et l'honneur de la couronne. Il est 6h30. Je rejoins la tranchée de première ligne devant Beaumont-Hamel. C'est là que va exploser une mine chargée à 20 tonnes d'explosifs que nos artificiers ont confectionnés pendant 7 mois. Le réveil va être violent pour les Allemands. Le grand moment approche. J'ai le pressentiment que tout va bien se passer, mais je suis un peu nerveux. Tout le monde autour de moi est dans un état d'excitation extrême. 7h15. Je m'installe et pointe mon objectif vers l'endroit où devrait exploser la mine. Les hommes à côté de moi sont prêts, ils attendent. Certains me font signe pour que je les filme, mais j'ai autre chose à faire. Les minutes sont interminables. La sueur ruisselle sur mon front, mes nerfs se tendent. Mon cœur cogne comme un marteau. 7h19. Ma main saisit la manivelle. Je dois garder une cadence régulière, 2 tours par seconde, pas plus, pas moins. Rien ne vient. J'ai peur d'être à court de pellicule avant que la mine n'explose. Est-ce que je recharge? Ma main commence à trembler. 7h20. La bataille est engagée le 1er juillet 1916. L'histoire commence à 7h20 avec l'explosion de Beaumont-Hamel filmée par Malins. Mais la bataille commence, elle, à 7h30. Et donc vous avez un temps de latence de 10 minutes. Ces 10 minutes permettent à la fois à la terre et à la poussière de retomber un peu et aux Britanniques d'avoir une certaine visibilité pour pouvoir avancer. Mais ça permet surtout aux Allemands qui étaient enterrés dans les bunkers à 9 mètres du sol de remonter à la surface avec leur matériel et notamment avec leurs mitrailleuses. La tension est à son comble. Dans cette agitation, je prends bien garde à filmer méthodiquement la préparation de l'attaque. Dans quelques minutes, des milliers et des milliers d'hommes vont partir à l'assaut des tranchées allemandes avec une détermination sans faille. Le 1er juillet 1916, l'état-major britannique donne l'ordre d'attaquer sur un front de 26 km de large. Rechts! Einheits! À 7h30, près d'un demi-million d'hommes se sont mis en mouvement. Ces soldats inexpérimentés ont franchi le No Man's Land en toute confiance et se sont heurtés pour beaucoup à des barbelés toujours en place, à une mitrailleuse que les Allemands avaient eu le temps de ressortir. Et une mitrailleuse à 500 coups par minute, ça vous décime un régiment en quelques minutes. Les tranchées allemandes étaient beaucoup mieux construites qu'ils ne le croyaient. Beaucoup de mitrailleuses étaient toujours intactes après les bombardements, et les soldats britanniques ont couru droit devant eux face aux tirs de ces mitrailleuses. Comment est-ce que les soldats pouvaient imaginer que les Allemands étaient enterrés et qu'il restait quoi que ce soit dans ces lignes allemandes ?
Les combats sont furieux. La puissance de feu allemande pour empêcher nos hommes d'avancer sur Beaumont-Hamel est terrible. Ont-ils atteint les premières tranchées de l'ennemi? Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Je redoute le pire. Les morts et les blessés s'entassent. Les mêmes qui, quelques heures auparavant, avaient sauté par-dessus le parapet plein de vie et de vigueur, étaient maintenant brisés, cassés pour le restant de leur vie. Je filme tout ce que je peux, j'en suis déjà à la 4e bobine depuis le début de l'attaque. Soudain, 2 hommes franchissent le parapet et enjambent le barbelé pour aller chercher un de nos gars blessés dans le No Man's Land. Je regarde et je filme ce sauvetage du début à la fin, jusqu'à ce qu'il passe devant mon objectif. L'homme qui a pu être sauvé meurt 20 minutes plus tard. Geoffrey Malins semble être au cœur de l'action et effectivement, il y était. Il se mettait vraiment en danger. Quand il filmait, sa tête et ses épaules dépassaient de la tranchée et cette main bien visible aurait pu le trahir. Il prenait d'énormes risques en s'approchant le plus près possible et il faillit être tué à plusieurs reprises. Ce 1er juillet, c'est l'artillerie qui a été la plus meurtrière quand ils ont traversé le No Man's Land et qu'ils ont dû reculer. Les Allemands ont redirigé leurs tirs sur les tranchées qu'ils venaient de perdre. Cela a fait de gros ravages. Ensuite, ce sont sans doute les mitrailleuses et les fusils qui ont causé le plus de pertes. Puis il y a eu pas mal de victimes de tirs de grenades. Et enfin, quelques morts par baïonnette, mais très peu, ceux qui n'ont vraiment pas eu de chance. En fait, les soldats britanniques qui ont pu avancer se sont retrouvés pris entre 2 feux, des tirs d'obus derrière eux et la contre-attaque allemande en face. Le 1er juillet 1916 est resté dans les mémoires des Britanniques et de l'ensemble du monde britannique parce que c'est une hécatombe, un véritable massacre. Les pertes de l'armée britannique sont énormes. 57 000 morts, blessés ou disparus. C'est le jour le plus noir, la pire journée dans toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Les responsables, les dirigeants militaires. Filmer la fin de la bataille est particulièrement pénible avec tous ces morts partout. Il me reste une seule et dernière bobine. Je préfère diriger mon objectif vers les blessés. Pour eux, il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, on peut encore se demander pourquoi l'armée britannique a continué le combat. C'était une armée de volontaires, pas une armée de métier. Et il est surprenant que le moral n'ait pas complètement chuté avec ces 60 000 morts et blessés en un seul jour. Plusieurs régiments ont été complètement décimés, d'autres réduits de moitié. Et les soldats savaient très bien que la faute revenait à leur chef militaire. Ils étaient les premiers concernés, mais ils n'ont rien dit. Ils étaient convaincus qu'il fallait continuer. Il n'était pas question de dire « on a perdu trop d'hommes, arrêtons les frais ». Et puis surtout, si on stoppait la bataille, à quoi bon l'avoir commencé? Il fallait que ça marche. Donc même si, peu à peu, on utilise d'autres tactiques et de nouvelles armes, on continue. Il n'empêche qu'à partir de cette date, il n'y aura plus d'attaques d'une telle ampleur. Les batailles suivantes seront moins ambitieuses et surtout mieux contrôlées. Le commandement britannique et le commandement allié va revoir à la baisse les objectifs. On parle de moins en moins de percées, mais de plus en plus de guerres d'usure. Le combat commence à s'apaiser. Je prie pour m'en sortir vivant, car ici c'est l'enfer. La mort est partout, son odeur nauséabonde. Comme tous les survivants, je suis exténué. Je repense à cette scène que je viens de filmer. Voilà tout ce qui reste d'un régiment écossais glorieux, le Seaforth Highlanders. Les gars sont complètement usés, corps et âme. Un appel est fait, le sergent note les absents sur son carnet. Les pertes sont considérables. On me dit que plus rien ne serait tenté aujourd'hui, ni demain, ni les prochains jours. Il faut maintenant des divisions neuves pour continuer l'offensive. Heureusement, car je suis complètement épuisé. Je quitte la tranchée, c'est décidé, je rentre à Londres.
Les premiers films réalisés par les caméramens officiels en France ont été diffusés sous forme de sujets courts de 10 à 20 minutes. Mais quand les images tournées dans la Somme nous sont parvenues, début juillet, on a estimé que, vu l'importance du sujet, ce film méritait mieux. On décida donc de le compiler en un long métrage. La décision a sûrement été prise par Charles Urban, qui a joué un rôle important dans le montage du film. Il avait la réputation d'être expérimenté, il travaillait très vite, et souvent en fumant le cigare, ce qui était très dangereux avec la pellicule inflammable. Mais il a monté le film sur la bataille de la Somme rapidement, en une version assez proche du film que nous connaissons aujourd'hui. Il a sans doute été aidé par Malins. En effet, Malins écrit dans ses mémoires qu'il a participé au montage. Le film a été monté en plusieurs parties, comme des chapitres. Chaque chapitre était introduit par des intertitres qui annoncent ce que vous allez voir. Le film a été monté comme une histoire. Il commence en montrant les mouvements de troupes et de munitions vers le front, puis les préparations de l'attaque d'artillerie et le bombardement massif. Ensuite, la première ligne prête à franchir le parapet et l'explosion des énormes mines sous les positions allemandes à Beaumont-Hamel. Vous avez ensuite le cœur du film qui est finalement très très court, qui est l'assaut du 1er juillet, parce que au-delà de la montée du parapet, on ne peut pas filmer grand-chose, donc du coup c'est une partie assez réduite. Et puis enfin, vous avez une très longue partie sur les conséquences de la bataille, où on voit les cadavres et les prisonniers allemands qui sont interprétés comme des symboles de victoire. Le problème lors du montage du film, c'est que les bobines revenues de France manquaient de plans montrant le moment le plus fort de l'attaque du 1er juillet. Malins avait filmé l'attaque, mais souvent en très longue focale. Et donc on ne voit que de minuscules personnages qui bougent au loin. D'où la décision de renvoyer Malins en France pour faire des plans plus rapprochés. Le tournage, qui s'est déroulé dans un camp d'entraînement en France, montre des soldats quittant les tranchées et avançant à travers les barbelés. Action! Les deux plus célèbres séquences de films sur la Première Guerre mondiale, ces hommes qui franchissent le parapet et disparaissent dans la fumée, sont fausses. Elles n'ont pas été filmées, ni dans la Somme, ni même le 1er juillet. Elles ont été tournées dans un camp d'entraînement où Malins maîtrisait tout. Cette séquence constitue le moment le plus fort du film. Pourtant, c'est une reconstitution, une mise en scène. Mais le public ne le perçoit pas ainsi car elle est très réaliste et habilement montée au milieu de scènes authentiques. En 2006, le film The Battle of the Somme a été inscrit au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Une initiative menée par Roger Smisser, qui eut la délicate mission de conserver et restaurer les bobines du film. Dans ce vieux cinéma du début du XXe siècle du quartier de Notting Hill à Londres, il revient sur la sortie du documentaire de Malins. Le film est sorti le 21 août. Il est sorti simultanément dans 34 cinémas, ce qui était inhabituel à l'époque. Et lors des 6 premières semaines d'exploitation, 20 millions de billets ont été vendus. Si 20 millions de Britanniques sont allés voir ce film, c'est aussi pour pouvoir, quelque part, partager l'expérience des soldats qui étaient au front. Ils étaient vraiment très émus par ces images, parce qu'ils n'avaient rien vu de semblable jusqu'alors. Environ la moitié de la population a vu le film avant la fin de l'année 1916. Et pour beaucoup de Britanniques, la bataille de la Somme a été leur premier film au cinéma. Mais il n'y a pas que les Britanniques qui apprécient ce film. Les Français, touchés dans leur chair, le projettent beaucoup, y compris sur le champ de bataille.
C'est là tout le talent de Malins d'avoir imposé un nouveau regard, une authenticité sans précédent. Le public afflue, attiré par la promesse qu'on puisse voir des images réelles de la bataille de la Somme, comme si vous y étiez. Et cette promesse est tenue. Enfin, selon les critères de l'époque. Les gens étaient frappés par le réalisme de ce film. Les mots « réel » ou « réalité » revenaient très souvent dans les critiques qui paraissaient dans la presse. Et à en juger par le nombre de gens qui se ruaient dans les salles, le public avait très envie de voir ce film. De manière très efficace, la propagande britannique suivait la ligne officielle qui était « Nous faisons de la propagande avec des faits. Nous montrons la réalité de la guerre, nous ne passons rien sous silence. » C'est un film de propagande, car c'est une commande du cabinet de guerre avec un cahier des charges très clair. Vendre la guerre aux citoyens, affirmer que tout se passe bien et dire aux gens « Regardez, c'est une réussite », même si, bien sûr, il y a des victimes. Le fait de voir des morts et des blessés de sa propre nationalité, que l'horreur de la guerre ne soit pas complètement passée sous silence, est perçu comme un acte de franchise, d'honnêteté par le public londonien. Je pensais vraiment que quelques-unes des scènes morbides du film heurteraient le public. Mais pour quelle raison? Il ne s'agissait après tout que d'une peinture très édulcorée de ce qui se passe jour après jour, semaine après semaine, dans les plaines ensanglantées de la Somme, en France. N'oublions pas qu'au moment où le film sort, on connaît le coût humain de la bataille. Les gens en Grande-Bretagne savent qu'elle a fait beaucoup de morts et de blessés. On ne peut pas le leur cacher. Alors, autant dire les choses clairement. Nous savons que la bataille a été coûteuse en pertes humaines. En effet, il y a eu des morts, ça s'est passé comme ça et on vous le montre. Plutôt que de dire « on ne vous le montrera pas ». Ce ne serait pas logique en 1916 de refuser de montrer les morts parce que la population civile savait. Il faut se souvenir que dans chaque église, dans chaque chapelle, le dimanche, on lisait la liste des personnes tuées. Tout le monde savait que cette guerre coûtait énormément de vies. Donc il valait mieux l'admettre et le montrer. Ce que le film omettait de dire, et cela lui a valu beaucoup de critiques, c'est que le premier jour de la bataille de la Somme a été un désastre considérable pour l'armée britannique. Le film ne dit jamais que 19 000 personnes furent tuées ce jour-là. Certaines scènes montrent les blessés et les morts, mais l'ampleur du désastre n'est jamais mentionnée. Le film nous emmenait à la tombe, mais il ne devait pas nous y laisser. Il montrait la mort dans toute sa nudité sombre, mais on ne devait pas ressortir du cinéma avec cette image. On devait sortir de la salle avec le cœur léger. Il fallait donc voir la joie sur nos soldats qui sortaient de l'horreur et qui souriaient maintenant en pensant à la victoire. Malins ne reste que 10 jours sur le front. Des millions de gens verront le film alors que la bataille n'est pas terminée. L'aperçu qu'il en donne est bien différent de la réalité du terrain. Et contrairement à ce que montrent les images, la victoire est loin d'être acquise. Au moment où les deux caméramens quittent le champ de bataille, l'issue du combat est très incertaine. Il était clair que ça allait durer longtemps sans percée significative. Après le 1er juillet, les combats dans la Somme vont continuer encore 140 jours sans que l'avantage ne soit réellement pris par un camp ou par l'autre. La bataille de la Somme n'a pas de vainqueur, pas de gagnant. Les Britanniques n'ont pas réussi à dépasser les tranchées allemandes, à faire perdre du terrain aux Allemands,
ou à les faire reculer de façon significative. Au maximum, nous avons reculé de 10 km. Je suis fasciné par les mouvements de cet objet bizarre. Je peine à décrire cette chose qui déambule en avant avec cette lenteur, avec ces mouvements saccadés et incertains. La chose, l'étrange créature diabolique, n'est pas rassurante. Je filme et refilme la machine avancée. Le 15 septembre 1916, Douglas Haig décide d'utiliser pour la première fois ces tanks qui sortent à peine des usines, qui sont vraiment au niveau quasiment du prototype, dont on ne sait pas bien se servir. Le tank, c'est la grande innovation technique de l'année 1916. Le fait pour les Allemands de voir ces machines qui sont d'une taille inouïe et qui font très peur, même si elles ne sont pas encore très efficaces, ça leur fait prendre conscience que les Alliés sont en train de remporter la bataille et peut-être la guerre. Elle avance lentement. Ses narines respirent la mort et la destruction. Les Allemands doivent penser que c'est le diable en personne. Ils vont être fauchés comme les blés tombant à la faucille du moissonneur. Nous mettons fin à la bataille vers la mi-novembre simplement parce que le terrain est trop boueux. À ce stade, les Allemands ont été repoussés. Ils ont abandonné les tranchées qu'ils détenaient. Ils se retirent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas assez d'hommes pour défendre leurs frontières sur toute sa longueur. Un officier allemand décrit la Somme comme étant le tombeau boueux de l'armée régulière allemande. L'armée allemande ne s'en remettra jamais. Personne ne gagne la bataille de la Somme. Disons que c'est une victoire ponctuelle pour les Alliés. Les Allemands réalisent que la guerre tourne en faveur des Alliés simplement parce que derrière les Britanniques apparaissent les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais. Ils semblent avoir des effectifs inépuisables. L'Allemagne, elle, est obligée de mobiliser des jeunes gens de 16 ans. Elle est vraiment dos au mur. Les choses empirent pour les Allemands au printemps 1917. C'est une des répercussions de la bataille de la Somme. Donc de ce point de vue, c'est un succès. Mais si vous avez perdu votre mari, votre fils ou votre fiancé dans cette bataille, il est difficile de vous convaincre que ça en valait la peine. La bataille de la Somme, elle peut être lue comme le véritable tournant de la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que les Allemands vont décider de faire la guerre à outrance, de mettre tout sur la table, de faire tapis en quelque sorte. La bataille de la Somme change la guerre des images. C'est le point de départ du cinéma de propagande. Et du côté allemand, on comprend l'importance qu'ont ces films de propagande. Le film sur la bataille de la Somme a eu un impact considérable sur le plan national et international. Il a été vu par des millions de gens en Grande-Bretagne et très largement montré dans le monde. En guise de réponse à ce film britannique, nous avons créé en Allemagne le service cinématographique et photographique des armées. Il centralise les activités des films de propagande et un premier film est tourné et diffusé au cinéma. Son titre, avec nos héros de la Somme. La guerre entre dans une nouvelle dimension, s'engage sur un nouveau front, celui de la propagande. On ne s'affronte plus seulement sur le champ de bataille à coups de canon, mais aussi sur les écrans, à travers les images. Les Allemands produisent leur propre film sur la bataille de la Somme, mais cette fois filmé après la bataille. Le film allemand « Nos héros de la Somme » est calqué sur le film britannique, cela ne fait aucun doute. Il suit le même plan,
D'abord la préparation de la bataille, puis des séquences supposées montrer le vrai combat. C'est un peu paradoxal, compte tenu que l'une des raisons pour lesquelles les Anglais ont fait des films comme celui de la bataille de la Somme était leur conviction que les Allemands étaient en train de gagner la guerre de propagande. Or, les Allemands ont fait leurs films exactement pour la même raison, par peur de perdre la guerre de propagande au profit des Anglais. Les films de propagande britanniques entendaient démontrer que les Alliés étaient des combattants compétents et qu'ils seraient de précieux alliés des Américains s'ils entraient en guerre. Le film a été montré aux États-Unis, mais il n'a pas eu d'effet immédiat. En revanche, il a servi à planter le décor, à donner outre-Atlantique un aperçu de la réalité, ou de l'apparente réalité de ce qui se passait sur le front occidental. Avril 1917, les Américains entrent en guerre. De l'oncle Sam à Charlie Chaplin, la propagande aide à retourner l'opinion américaine et mobilise des milliers d'hommes des quatre coins du pays. Charlie Chaplin n'a pas trouvé mieux pour servir la cause que de réaliser un sketch encourageant les Liberty Bonds, c'est-à-dire des dons de particuliers versés aux Alliés pour l'effort de guerre. Cette campagne de propagande permet la mobilisation de plus d'1 million d'Américains qui traversent l'Atlantique et rejoignent le champ de bataille en France. Le cinéma a changé de visage. Le public n'a plus envie de voir la vraie guerre. C'est ce que pense le ministère de l'Information britannique tout juste créé, qui ne commande déjà plus de films. Geoffrey Malins tourne ses dernières images de la guerre. Le conflit touche à sa fin. En 1917, Malins est tombé malade. Il n'était plus capable de filmer. Il a été transféré dans le secteur canadien pendant un certain temps, et puis il est retourné sur le front en 1918. Mais il ne s'est jamais vraiment remis.